Coucou, coucou, le plus beau des bonjours ou bonsoir. Bienvenue à l'émission 162, une édition toute spéciale pour la Saint-Jean, ou plutôt pour célébrer la fête du Québec, notre fierté, notre histoire et notre lumière collective. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et tu es ici dans Évoluons avec l'âme des célébrités, l'émission où l'on explore la vibration, la mission et la mémoire profonde de ceux et celles qui ont marqué notre monde. Aujourd'hui, on accueille deux présences magnifiques, Marie-Soleil Touga, une âme lumineuse qui continue d'inspirer par sa douceur, sa force et son passage inoubliable. Et Jacques Cartier, figure fondatrice, porteur d'histoire, d'audace et de racines profondes pour notre peuple. Une émission d'hommage, de fierté et de mémoire, mais surtout de lumière. Commençons par les retours. C'est le moment d'une petite mise à jour en lien avec certaines âmes que nous avons déjà reçues dans nos émissions précédentes. C'est une mise à jour. Bon, récemment, je suis tombée sur un événement très particulier. Tom Welling sera à Montréal les 3 et 4 juillet. Je me suis dit, pourquoi ne pas m'essayer? Alors, à travers mon volet média indépendant, j'ai fait une demande officielle pour pouvoir le rencontrer quelques minutes. Mon intention est simple, lui offrir sa lecture d'âme, écrite là, sur papier. Et bien sûr, soyons honnêtes aussi, de prendre une photo avec lui. En tout cas, moi, ce que je veux, juste le rencontrer physiquement parce que la première connexion d'âme a été faite il y a plus de 20 ans. Puis, si ça marche, je vais rencontrer l'homme physiquement. Donc, je me rappelle, lorsqu'il était plus jeune et qu'on a eu cette rencontre d'âme-là, c'est le seul que je connaisse, OK, qui a réussi à me gêner de par sa beauté. Fait que ça va être toute une expérience, puis je veux l'essayer. Retour numéro 2. J'ai constaté que nos invitées féminines depuis notre 4e année ont toutes passé dans le tordeur des abus sexuels. J'ai vu la synchronicité, évidemment, et j'ai déployé mon leadership de lumière pour rassembler toutes les âmes qui ont vécu de l'abus et qui sont venues à l'émission jusqu'à ce jour. Ben, je ne les nomme pas toutes, là, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai eu un taux de présence de 97% et c'était assez puissant, hein. Bref, un fil conducteur, un fil difficile mais essentiel à reconnaître. Donc, j'ai créé un espace de soins énergétiques collectif, un espace de guérison, de lumière et de réparation. Le soin lui-même sur la guérison des viols, sur la lumière que nous pouvons envoyer ensemble à toutes les âmes, incarnées ou non, qui traversent ou ont traversé cette blessure. Puis, je dois vous dire, hein, dans le livre de vie de chacun, c'est une thématique que tout le monde a en commun, OK? À plusieurs reprises même, il y a différents niveaux de travail à faire sur la thématique, même si on n'a rien eu dans cette vie-ci. Bref, tout ça pour dire que j'ai invité simplement à déposer une intention de lumière, une pensée douce, parce que plus on éclaire le sujet, plus on aide les âmes qui passent par là à retrouver leur dignité, leur force, leur courage, leur vérité, leur dignité. Pour celles qui cherchent à se reconstruire, pour celles qui n'ont jamais été entendues, mais pour ceux aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont aussi leur bagage d'expérience d'abus aussi. Pour celles qui n'ont jamais été crues, pour celles qui portent encore la mémoire dans leur corps, dans leur cœur, dans leur énergie. Dans ce moment, on ne va pas seulement reconnaître la blessure, on va agir dessus.
pour, comme on crée un espace où l'âme peut commencer à se réparer. Quand une âme traverse un viol, une partie d'elle se dissocie, se referme, se contracte. Ce que nous faisons maintenant, c'est de lui tendre la main, puis de libérer tout ça. Et puis, ben, aérer tout ça aussi, hein, parce qu'il faut que ça respire, là, quand c'est contracté, ça manque d'air. Puis, bon, on a accueilli une lumière blanche, stable, douce, qui s'est placée derrière l'âme blessée. Puis, c'est une lumière qui dit, tu n'es pas seul, je te vois, je te reconnais, je te protège. Puis, dans cette lumière, l'âme peut relâcher un peu de poids. Elle peut déposer ce qu'elle n'a jamais pu dire. Elle peut commencer à récupérer ce qui lui a été arraché, dont sa souveraineté et son espace intérieur. On cherche à réparer la vibration, à rétablir la justice divine, à nettoyer les traces énergétiques et les empreintes, à changer les codages et à libérer le karma, du moins à amener un équilibre. Et puis toutes les âmes qui portent encore ces mémoires, ben, que la lumière vienne entourer les ondes blessées, que la respiration ramène la sécurité, que la présence ramène la vérité, que toute la douceur ramène la paix, que votre présence reprenne place. En tout cas, fait que ça a été comme un soin qui rétablit l'âme dans sa puissance, et ça, c'est déjà une guérison. Mais là, je suis désolée. Je me rends compte que j'aurais pu passer l'émission sur le sujet et d'en faire un soin profond en canalisation. Fait que je vais garder l'inspiration et l'aller. Dans le fond, tout ça pour dire que je vais choisir le canal approprié. Et puis, je vais faire la suite du retour numéro 2 du soin pour en faire une méditation guidée mensuelle spécialisée sur le créneau des guérisons collectives. Puis on le fera en lien, si on veut, sur les mémoires du viol, puis libérées dans le livre de vie, etc. Donc, j'ai suffisamment de thématiques pour faire une canalisation au complet. Et là, donc, je vais la sortir le mois prochain sur cette thématique-là. Donc, la suite du retour sera dans l'expérience de la traversée ensemble dans cette canalisation offerte sur la thématique. Bon, ça ne sera pas la première fois non plus qu'une âme vedette vienne dans une méditation mensuelle, mais c'est la première fois que je vous la fais celle-là ici. Je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, mais oui. Donc, la thématique se creuse avec une méditation guidée canalisée qui sortira le mois prochain. Disponible évidemment sur demande en attendant que mon site web sorte. Oui, ça fait 3 ans que vous ne m'entendez pas dire mon adresse web. Il y a une personne sur le sujet et qui devrait livrer mon site web bientôt. Et toutes mes méditations y seront. Bon, retour numéro 3. Ben, je vous partage maintenant la visite à la table ronde Céleste. Ben, je vous partage l'entretien concernant les enjeux mondiaux et les solutions personnelles et collectives proposées par Fran Drescher à la table ronde Céleste. Alors, l'atmosphère change instantanément. Une énergie vive, électrique, presque théâtrale traverse la pièce. Pas une énergie lourde ou dramatique, une énergie vivante, vibrante et pleine de personnalité. Une silhouette apparaît, droite, assurée, élégante. Elle avance avec une démarche qui dit: je suis ici, je suis entière et je suis vraie. En tout cas, elle était toute là. Autour d'elle, l'air devient plus lumineux. On sent la force d'une survivante, la sagesse d'une femme qui a tout traversé, la compassion d'une âme qui comprend la souffrance, la détermination d'une leader, la flamboyance d'une artiste. Elle s'assoit à la table, croise les jambes, pose ses mains devant elle et sourit. Un sourire large, chaleureux, irrésistible qui a marqué des générations. Quand elle parle, sa voix porte. Elle ne cherche pas à dominer, elle incarne. Elle commence avec une intensité douce mais ferme. Elle dit: merci de m'accueillir, je viens avec ma vérité, mon feu, mon humour et mon cœur. Je viens parler du monde, mais aussi de ce que nous devenons.
de ce que nous devons devenir. Et les enjeux mondiaux, selon elle, bon, le premier, c'est la perte de la souveraineté personnelle. Moi, j'aime ça déjà en partant. Moi, tu me parles de souveraineté. Elle dit les gens ne savent plus qui ils sont. Ils se laissent définir par les systèmes, les médias, les attentes, les pressions. Ils ont oublié leur pouvoir personnel. Elle parle d'un monde où les gens se sentent impuissants. Les institutions écrasent l'individu. Les voix authentiques sont étouffées. La peur domine les décisions. Et elle ajoute, quand tu oublies ta souveraineté, tu deviens manipulable. Et un monde manipulable est un monde fragile. Et sur les nerfs, ça c'est moi qui l'ajoute. Le deuxième enjeu, selon Fran, et plutôt l'âme de Fran, c'est l'injustice normalisée. Elle dit, les gens voient l'injustice, mais ils sont fatigués. Ils pensent que c'est normal. Ils pensent qu'ils ne peuvent rien changer. Et c'est là que le danger commence. Moi, j'ai vu des anciens codages, là, ça fait des millénaires que l'humain est fatigué et pense qu'ils ne peuvent rien changer. C'est un enjeu mondial moderne, mais en tout cas, j'ai vu qu'il était programmé beaucoup plus loin et beaucoup plus profond. J'ai trouvé ça wow qu'elle ait cette conscience-là. Excusez-moi, fin de la parenthèse. Elle parle de l'exploitation, les inégalités, les abus de pouvoir et les systèmes qui profitent des plus vulnérables. Elle ajoute, l'injustice n'est pas un fait, c'est un choix collectif et on peut choisir autre chose. Le troisième enjeu, c'est la déconnexion du cœur. Ah ça, je suis aussi d'accord, on a beaucoup de points en commun. Elle dit, le monde est devenu cérébral. Ça fait longtemps qu'il l'est, depuis que les hommes sont là. Mais ça, on rentrera pas là-dedans. Je m'excuse. Je vais fermer les parenthèses personnelles. Le monde est devenu cérébral, oui. Donc, tout est logique, stratégique et calculé. Mais la logique sans cœur devient froide et un monde froid devient dangereux. Elle voit des décisions sans compassion, des systèmes sans humanité, des relations sans profondeur, des vies sans sens. Et elle ajoute, le cœur est une boussole, sans lui, on se perd. Les solutions personnelles qu'elle propose, c'est de reprendre sa souveraineté. Elle dit, tu n'es pas un pion ni un numéro. Tu n'es pas une statistique. Tu es un être souverain et tu dois te rappeler chaque jour que tu l'es. Elle propose de dire non, de poser ses limites, de choisir consciemment, de questionner, de se tenir debout. La souveraineté est un muscle. Plus que tu l'utilises, plus il devient fort. Elle parle aussi de guérir la relation avec ta propre valeur. Elle dit que le monde te dira que tu n'es pas assez beau, pas assez riche, pas assez performant, mais la vérité, c'est que tu es déjà complet, tu es déjà digne et précieux. Elle invite chacun à s'aimer, se respecter, se célébrer, se pardonner, se reconnaître. Quand tu connais ta valeur, personne ne peut te diminuer. Elle parle également d'ouvrir son cœur même si ça fait peur. Elle dit que le cœur est vulnérable, oui, mais il est aussi invincible. C'est lui qui guérit, qui relie, qui transforme. Fran propose la compassion, l'écoute, la douceur, la vérité, l'authenticité. Le cœur est la plus grande force que tu possèdes. Au niveau des solutions collectives, elle propose de réveiller les consciences. Elle dit le monde change quand les gens se réveillent, quand ils se questionnent, quand ils refusent l'injustice, quand ils se lèvent. Elle parle de l'éducation, de la transparence, de la solidarité et de la mobilisation. Une conscience éveillée est une conscience libre. Elle parle également de protéger les vulnérables. Elle dit une société se mesure à la manière dont elle traite les plus fragiles, les enfants, les malades, les pauvres, les exclus, les survivants. Elle ajoute, si on protège les vulnérables, on protège l'humanité. Elle parle également de remettre la justice au centre.
La justice n'est pas un luxe, dit Fromm. C'est une nécessité. C'est ce qui permet à un monde de rester humain. Elle propose l'équité, la transparence, la responsabilité, la vérité. La justice, c'est l'amour en action. Elle se lève droite, fière, lumineuse, son énergie devient encore plus forte, presque royale. Elle dit: «Le monde n'a pas besoin de plus de peur, elle a besoin de plus de courage. Le monde n'a pas besoin de plus de contrôle, il a besoin de plus de souveraineté. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de vérité.» Et elle me dit: «Julie, continue d'éveiller, de questionner, de transmettre. Tu es une voix, une force, une lumière. Et le monde a besoin de femmes comme toi.» Elle sourit, ce sourire qui traverse les âges, et son énergie laisse derrière elle une vibration de courage, de dignité et de vérité. Voilà ce qui conclut nos retours. Ah ouais. Entamons maintenant la présentation de notre première invitée, notre première âme invitée, en vous présentant la première trame sonore de l'émission, en lien qui est dans le descriptif de l'émission. Vous l'écoutez quand vous voulez. C'est un lien YouTube. Alors, on se dépose ensemble dans la lumière douce et inspirante de Marie-Soleil Touga. À travers sa vibration, sa force intérieure et la beauté de son passage sur Terre, on explore une âme qui continue encore aujourd'hui d'élever, d'aimer et de respirer. Bon, on va la reprendre. À travers sa vibration, sa force intérieure et la beauté de son passage sur Terre, on explore une âme qui continue encore aujourd'hui d'élever, d'aimer et d'inspirer. Accompagnée de la trame sonore un peu plus haut, jouée au piano par Grégory Charles et chantée avec une immense sensibilité par Luce Dufault. Cette émission devient un véritable moment de grâce, un hommage vibrant, une présence qui touche le cœur et une élévation qui nous rappelle que la lumière ne disparaît jamais. Donc, c'était à la mort, aux funérailles de Marie-Soleil Touga, et il y a un montage avec des photos d'elle, des extraits d'elle. Donc, ça nous met bien dans l'ambiance. Bon, en passant, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le parcours de Marie-Soleil. Ça va passer vite, malheureusement, mais je remercie Lynn Gagné, notre recherchiste, pour la partie matière que je vous présente dès maintenant. On accueille l'âme lumineuse de Marie-Soleil Touga, partie beaucoup trop tôt, mais dont la vibration continue d'habiter le Québec. Née le 3 mai 1970 à Mont-Saint-Hilaire, elle a quitté ce monde le 10 août 1997 à l'âge de 27 ans dans un accident d'avion qui a profondément marqué la mémoire collective. Fille de Serge Touga, publicitaire et réalisateur, et de Micheline Bégin, Marie-Soleil grandit dans un univers créatif. Très jeune, elle apparaît dans des publicités réalisées par son père, dont la célèbre Tout le monde s'attache au Québec. Elle partage aussi l'écran avec son frère Sébastien Touga et plus tard, elle sera liée à un demi-frère, Félix-Alexandre Touga, photographe. Donc, elle était comédienne et animatrice. Elle marque toute une génération avec ses rôles dans Peau de banane, Chop Suey, Chambronville, Entre quatre yeux, Jasmine et surtout, dans mon cas à moi, comme co-animatrice de Débrouillard aux côtés de Grégory Charles. C'est une émission que j'adorais et j'écoutais à toutes les fois que ça se jouait. Elle devient aussi une figure de cœur grâce à son implication auprès d'Opération Enfant Soleil, une série de télétons pour ramasser de l'argent et aider.
Dans sa vie privée, elle partage un amour profond avec le réalisateur Jean-Claude Lauzon, avec qui elle perdra la vie lors de l'accident. Avant lui, elle a vécu une relation médiatisée avec Alain Choquette, qui est un magicien québécois. Marie-Soleil, c'est une âme douce, vraie lumineuse, qui portait naturellement la mission d'aider, d'élever et de rassembler. Une âme qui continue d'inspirer, d'illuminer et de toucher encore aujourd'hui. En passant, parenthèse, là, Marie-Soleil a fait beaucoup de publicité pour Toyota. Puis à un moment donné, j'ai appliqué sur une publicité de Toyota, puis j'y avais demandé de l'aide. Puis elle pouvait pas m'aider. Parce que ça, tout le monde avait changé, c'était plus les mêmes personnes, c'était plus la même direction. Je m'avais demandé de m'aider à passer en audition, puis elle n'a pas été capable de le faire. Fait que, elle aide encore, il suffit de lui demander, mais elle essaye. Ça veut pas dire qu'elle peut bouger plus que ce qui en est placé pour, mais elle a, puis elle aide. Alors voilà, c'est comme je vous disais, ça passe vite la partie matière de Marie-Soleil. Alors on poursuit avec la deuxième trame sonore, qui est un hommage rempli de tendresse et de lumière pour Marie-Soleil. Bon, elle a marqué le Québec par sa douceur, sa joie, sa présence profondément humaine sur la chanson La vie est si fragile. C'est un montage qui nous rappelle à quel point chaque instant compte et combien la lumière de certaines personnes continue de rayonner bien après leur passage. Un moment pour se souvenir, ressentir et honorer une femme qui a touché tant de cœurs. Alors, l'âme de Marie-Soleil se présente avec une lumière douce, claire, presque translucide, comme un matin d'été où tout est calme et encore fragile. Sa vibration est jaune-blanc, une couleur d'innocence, de bonté naturelle et de joie simple, mais aussi une couleur de mission, de présence et de service. Marie-Soleil est une âme qui est venue adoucir le monde, pas le changer. Elle n'était pas ici pour confronter, mais pour apaiser, rassembler et réchauffer. Elle portait une énergie d'enfant, mais avec une maturité intérieure étonnante, une, cap- une capacité instinctive à voir le meilleur, à élever et à faire du bien sans effort. Dans sa vibration, il y a une grande sensibilité, presque trop grande pour la densité de la matière. Elle ressentait tout, les émotions des autres, les blessures, leurs attentes. Elle avait cette façon unique de transformer la lourdeur en légèreté, la douleur en douceur et le sérieux en sourire. Son âme montre qu'elle avait une mission de cœur, pas une mission de destin. Elle n'était pas ici pour accomplir quelque chose de grandiose, mais pour toucher les gens un par un, dans des gestes simples, dans des présences vraies, dans des moments qui semblent petits, mais qui changent une vie. Elle avait aussi une mission de visibilité. Être vu, être aimé, être reconnu, non pas pour nourrir l'ego, mais pour ouvrir un espace de lumière dans la conscience collective. Elle était un point lumineux dans un Québec qui avait besoin de douceur. Son départ a été brutal et incompréhensible. Ce n'était pas un accident vibratoire. Son âme me montre qu'elle avait terminé ce qu'elle devait faire. Elle avait semé ce qu'elle devait semer. Elle avait touché ceux qu'elle devait toucher. Et son départ a été un choc de lumière, un réveil, une prise de conscience sur la fragilité, la beauté et la valeur de la vie. Aujourd'hui, son âme est paisible, élevée et libre. Elle continue d'accompagner mais sans s'attacher. Elle se présente comme une présence douce, presque matérielle, qui dit simplement: je suis encore là et je n'ai jamais cessé d'aimer. Marie-Soleil est une âme qui n'a jamais cessé de rayonner. Elle continue d'être un phare, une tendresse, une mémoire vivante. Donc, Marie-Soleil, si on résume un peu, là, c'est une énergie de stabilité, de douceur, de sensualité, de fidélité et d'une présence rassurante. C'est une âme qui aime le concret, le vrai, le simple, le chaleureux. C'est une force intérieure tranquille, une capacité d'endurer, de tenir et de soutenir.
Elle montre une sensibilité extrême, une mémoire émotionnelle très forte, un besoin d'aimer et d'être aimé. C'est une énergie d'hypersensibilité, d'empathie et d'instinct maternel. Et ça vibre la chaleur, la générosité et le rayonnement naturel. Mais on voit aussi une énergie de diplomatie, puis elle possède le don de la diplomatie et il est très élevé. Elle l'habite beaucoup. Non seulement ça, mais j'aurais aimé ça l'entendre passer ces réflexions, ces choses à dire aux gens. Ça a toujours été bien ficelé. C'est en tout cas un des plus beaux dons de la diplomatie que j'ai vu depuis longtemps. Bon, beaucoup de douceur, un charme naturel et une capacité de plaire sans effort. Elle avait cette façon d'entrer dans une pièce et d'apaiser tout le monde. Donc oui, beauté, douceur, amour, harmonie, émotion. Intuition, vulnérabilité et profondeur. C'est le chemin de vie des âmes profondes, sensibles, intuitives, spirituelles. Ce sont des êtres qui voient derrière les apparences, qui ressentent tout, qui portent une sagesse intérieure. Mais bien sûr, une belle énergie de créativité, de communication, de joie, de l'expression, la lumière. C'est l'enfant intérieur qui rayonne, mais c'est une âme lumineuse qui est fragile. Au niveau de sa couleur d'âme, ben, j'en ai parlé un petit peu plus haut, jaune, blanc, nacré. Le jaune pour la joie, la spontanéité, la chaleur, la présence solaire. Le blanc nacré pour la pureté, la douceur, l'innocence et la mission de lumière. C'est la couleur des âmes qui viennent adoucir le monde, pas pour le changer. Puis, ben, ça appartient à la famille des âmes rayons, dérivés des artisans de la paix. Ce sont des âmes qui viennent illuminer, réchauffer, apaiser, rassembler, faire du bien juste par leur présence. Elles ne sont pas là pour confronter, elles sont là pour adoucir la vibration collective et faire simplement. J'ai regardé au niveau de ces incarnations antérieures en lien avec l'incarnation de Marie-Soleil. Bon, j'ai vu une vie en France rurale dans les années 1600. Marie-Soleil était une femme simple, chaleureuse, profondément attachée à la terre. Elle vivait dans un petit village rural du sud de la France, dans une maison de pierre entourée de champs et d'animaux. Elle avait une âme de gardienne de foyer. Elle aimait cuisiner, jardiner, prendre soin des siens. Elle avait un mari doux, travailleur et 3 enfants, et sa vie était modeste, mais remplie d'amour et de rire simple. Mais il y a une blessure dans cette vie, c'est la peur de perdre ceux qu'elle aime. Elle a vécu une famine locale qui a marqué son cœur. Et puis bon, ça a touché l'amour du concret, du foyer, de la stabilité et de la douceur. J'ai soulevé également une incarnation comme guérisseuse douce. En Europe, dans les années 1800, dans cette incarnation, elle était une guérisseuse intuitive, une femme qui se soignait avec les mains, les plantes et la présence. Elle vivait dans un petit village européen, mais elle l'a fait en 2 temps. La première étape en Allemagne, puis ensuite en Autriche. Elle a touché les 2. Elle aidait les enfants malades, les femmes enceintes, les personnes âgées. Elle avait une intuition très développée, presque médiumnique. Elle parlait peu, mais sa présence guérissait. Les gens venaient la voir pour apaiser leur douleur émotionnelle autant que physique. Il y a eu une blessure importante dans cette vie. Elle a été accusée de sorcellerie par jalousie, mais elle n'a jamais été condamnée. Cela a laissé une mémoire de peur d'être trop visible dans sa lumière. Puis, ça travaillait aussi beaucoup, son don pour la protection, l'empathie, son instinct maternel et son cœur immense. J'ai trouvé aussi une vie courte dans un monastère féminin. Cette vie a été brève mais déterminante. Elle était une jeune religieuse dans un monastère isolé en Italie. Elle a rentré très jeune, vers 14-15 ans. Elle vivait dans le silence, la prière, la contemplation. Elle avait une connexion naturelle au divin très pure, puis elle écrivait des prières et des poèmes lumineux. Mais la blessure dans cette vie, elle est morte jeune à cause d'une maladie pulmonaire et ça a laissé sa vie, une mémoire de vie interrompue trop tôt.
Donc, ça a fortifié beaucoup sa quête intérieure, sa spiritualité profonde, sa sagesse. Puis c'est comme si on rentre dedans, on le laissait, on s'installe, on le vit. Puis un coup que c'est maîtrisé, on peut partir. C'est un petit peu ça que j'ai revu qu'il y avait aussi dans cette vie-ci. Et la dernière, ben, j'ai vu une vie où elle était une artiste de rue aux années 1900, dans les débuts. Dans cette incarnation, elle était une artiste de rue, une chanteuse, une comédienne, une amuseuse publique. Elle a vécu en Belgique. Elle chantait dans les marchés, les places publiques, les cafés. Elle avait une voix douce, claire, très expressive. Les enfants l'adoraient. Elle vivait pauvrement, mais avec une joie contagieuse. Elle était aimée du public, mais pas reconnue officiellement. Et dans cette vie, la blessure a été la solitude affective. Elle donnait beaucoup, mais recevait très peu. Cette vie, ben, ça nourrit, si on veut dire, la créativité, la joie, l'expression, la lumière, la présence publique. Donc voilà, Marie-Soleil est une âme qui revient toujours pour adoucir, jamais pour dominer. Et est-ce qu'elle est réincarnée aujourd'hui? Oui, dans sa partie multidimensionnelle, elle continue d'opérer son évolution. Mais si on prend la partie âme Marie-Soleil, non. Elle n'est pas revenue, elle est dans un plan lumineux très élevé, très doux, elle est très sage et comme je vous parlais tantôt, il y a beaucoup de blanc. Elle accompagne, elle veille, elle inspire, elle a beaucoup de dossiers. Alors, moi, je vois sa mission un peu comme à la mère Teresa. Elle accompagne vraiment beaucoup d'âmes, des enfants, ce qu'elle faisait, elle le continue encore, mais avec soin, amour et cœur et purification. Mais elle n'a pas besoin actuellement de revenir dans la densité pour évoluer. Elle a quand même une bonne longueur d'avance. Oui. Je coupe un peu avec la troisième trame sonore. C'est un medley de Grégory Charles pour le spécial Saint-Jean. Donc, ça dure 10 minutes environ. Puis, il y a plusieurs chansons de type Québec qui passent. On se dépose dans un moment de pure émotion. Et le magnifique medley de Grégory est un hommage vibrant à notre culture, à notre mémoire et à tout ce qui fait battre le cœur du Québec. À travers ces chansons qui ont marqué notre histoire, on ressent la force d'un peuple, la beauté de nos racines et cette fierté douce qui rassemble. Un instant de lumière, de nostalgie et d'unité, parfait pour accompagner l'énergie de l'émission maintenant. Et j'ai invité Marie-Soleil à la table ronde. Alors, l'atmosphère a changé immédiatement et sa lumière jaune-blanc nacrée se dépose comme un lever de soleil qui n'agresse jamais. Marie-Soleil arrive doucement, presque en flottant avec un sourire qui ne force rien. Elle a une énergie simple, vraie, tendre, une présence qui apaise juste en étant là. Elle s'assoit avec une posture ouverte, les mains détendues et le regard clair. Sa première vibration est: je suis encore là et je n'ai jamais cessé d'aimer. Marie-Soleil observe le monde avec une lucidité douce, mais jamais accusatrice. Elle soulève la fatigue émotionnelle collective. Elle dit que les gens sont épuisés de devoir être forts, que la douceur manque, que la tendresse est devenue un luxe. Elle parle de la perte de simplicité. Elle montre que tout va trop vite, trop fort, trop bruyamment. Les âmes sensibles n'ont plus d'espace pour respirer. Elle parle également du manque de présence réelle. Elle dit: les gens se voient mais ne se regardent plus. Elle parle du besoin de revenir à la chaleur humaine, aux gestes simples et aux présences vraies. Elle a fait un magnifique sourire. Au niveau des solutions personnelles, elle propose des gestes miniatures mais puissants, comme de ralentir volontairement, faire une chose à la fois, respirer avant de répondre et choisir volontairement la douceur. Elle parle de créer des bulles de lumière. Elle montre des petits moments, une tasse chaude, un regard, un rire, un souvenir. Elle dit que ce sont ces moments qui guérissent et apaisent. Elle parle de s'autoriser à être fragile. Elle insiste. La fragilité n'est pas une faiblesse, c'est une porte.
Au niveau des solutions collectives, Marie-Soleil parle d'un Québec qui a besoin de retrouver la chaleur humaine, de réapprendre à se parler, de valoriser la douceur autant que la force, de protéger les enfants, les sensibles, les vulnérables, et puis de ramener la lumière dans les espaces publics. Elle dit, on n'a pas besoin de plus de bruit, on a besoin de plus de cœur. Elle se lève doucement et pose sa main sur mon épaule avec une tendresse immense et elle me dit: «Continue, tu fais exactement ce que tu es venu faire. Tu ouvres des portes que d'autres n'osent pas toucher et je marche avec toi.» Puis, elle laisse une traînée de lumière blanche comme un sourire qui reste dans la pièce. Marie-Soleil se place devant moi puis elle ouvre un espace où nos 2 lumières se rencontrent. Sa lumière jaune-blanc vient toucher mon cœur, mais moi je ne vibre pas dans le jaune-violet, ma couleur d'âme. Pour l'occasion, je suis lumière rose et or qui vient toucher le sien. Quand la table ronde se termine, Marie-Soleil ne s'éloigne pas, elle reste là debout dans sa lumière et elle m'invite à avancer comme si elle ouvrait un espace entre nos 2 mondes. L'air est plus doux, plus léger. Elle place ses mains devant elle, les paumes ouvertes, et dit sans mots: «Viens, on va réparer ensemble.» Puis là, il y a un égrégore qui a bougé dans la tasse, une grille qui est devenue comme jaune, très... Ça s'est replacé, ça s'est redressé comme s'il y avait une fusion, ça a comme fait une soudure d'une grille qui avait été comme brisée au niveau de la grille de garde de la terre et ça a été rempli d'une belle lumière jaune nacrée. Puis, c'est comme si nos énergies se sont synchronisées et que nos 2 vibrations se sont mis à battre au même rythme, comme 2 cœurs qui se reconnaissent. Puis elle m'a dit: «Tu n'as pas besoin d'être forte ici, tu peux juste être.» Puis moi, ça c'est comme si mes ailes d'angélique s'étaient ouvertes, puis ça s'était déployé, puis tout était aspiré vers le haut par la lumière jaune portée, tu sais. J'ai une belle reconnaissance dans mon cœur, comme si j'avais une belle silhouette qui avait été comme sculptée, une spirituelle, en tout cas une mère tendre, c'est une mère divine. Et puis là, ben, nos 2 vibrations, ont fait en sorte que ça a permis d'enlever une espèce d'attaque qui était dans le cœur de Marie-Soleil Tougon, en lien avec l'accident d'avion. Fait que ça a libéré, ça a commencé très fort, ça a sorti de son cœur, ça a aéré son canal, puis ça a enlevé le traumatisme, le choc, l'impact. Elle est très évoluée, mais elle portait encore dans ses traces vibratoires sacrées. Ça a bloqué son intuition, fait que ça a débloqué davantage. Et puis, ben, en tout cas, tout ça pour dire que ça a permis à la lumière, la joie et la chaleur et la simplicité de se déployer. Puis, en passant, elle a guéri des vibrations cardiaques. Elle aurait eu des difficultés avec le cœur, si, avec le corps qu'elle avait à cette époque-là, mais elle a quand même déchargé le volet de son cœur physique et codage en lien avec ça. Bref, tout ça pour dire que moi, ça m'a aidé aussi comme à vider ma base. Ça, ça touchait un peu la mort subite par ricochet. C'est une thématique qui n'était pas très pesante chez nous, mais j'avais comme une raideur dans le plexus, donc j'ai pu libérer ça. Donc j'en ai moins, même si j'en avais pas beaucoup. Mais tout ça pour dire qu'on a eu un transfert. C'est comme si la douceur que tu donnes aux autres, mais que tu retiens pour toi, a pu s'installer. La permission de ralentir, ça, c'est un déploiement, c'est vraiment quelque chose qu'elle a maîtrisé. Elle avait vraiment réussi à ralentir beaucoup dans sa vie. Fait que c'est quelque chose
qui était plus développée que moi, elle m'en a partagé. Bon, la capacité de rayonner sans s'épuiser, ça aussi, j'ai trouvé que c'était un beau cadeau, d'un bel enseignement. Ça, en tout cas, ça m'a aidé beaucoup dans mes codages, mais surtout dans la jambe droite. Et puis, bon, la simplicité intérieure, ça, ben, j'avais beaucoup de vent déjà dans mes énergies, mais j'aime beaucoup plus simplifier encore. Fait que ça a été du bon vent qui amène ben, un sourire, de la paix. Dans le ventre, dans le cœur, dans le sourire. C'est une lumière qui ne force rien. Puis moi, ben, j'y ai transféré aussi des codages, mais elle les a ben, elle les a absorbés par son troisième œil et son thymus. Et ça a été en même temps une reconnaissance. Ça fait longtemps que je la vois travailler en énergie. C'est la première fois qu'on en parle à l'émission, mais moi, c'est ça, il y a beaucoup de roses entre Marie-Soleil et moi depuis, ben, depuis les débrouillards. Moi, j'ai cliqué tout de suite avec. Et puis, en tout cas, j'y ai offert la reconnaissance. Merci de m'avoir stimulé par la joie et la passion à prendre justement la science et la jeunesse rayonnante. Hein. Bon, ben, la continuité de sa mission, parce que je trouve qu'elle se dévoue pas mal comme une mère divine. Et puis voilà, je la bénis, je l'accompagne là-dessus. Puis je la remercie aussi parce que c'est un canal qui continue d'aider. Puis c'est une présence humaine. Ben moi, je suis une présence humaine qui l'honore. Fait qu'on a guéri ensemble le nombril concernant aussi la thématique de la maternité. Je sais pas qu'elle avait des doutes, de la non-possibilité qu'elle n'a pas eu d'en avoir. En tout cas, on a lavé des regrets qu'elle avait, quelques sentiments aussi, puis on a libéré un sentiment de découragement qu'elle portait. Fait que c'est quelque chose qui avait besoin d'être ajusté au niveau de son âme. Et puis, ben, le transfert a duré, mais en même temps, même si ça durait pas longtemps dans la lumière, il a réparé des années de tension instantanément. Marie-Soleil, c'est vraiment comme une lumière qui stabilise. Puis elle me regarde avec une tendresse immense et elle me dit merci de me laisser continuer et de me laisser exister encore. Puis elle a touché mon front avec un doigt de lumière, puis ça a créé un saut, un ancrage et une bénédiction. Elle m'a offert une sphère nacrée comme un petit œuf de colombe. Puis elle l'a placée dans mes mains. Elle dit ça, c'est une bulle de simplicité. Elle dit quand tout devient trop lourd, trop rapide, trop bruyant, tu entres dedans et tu reviens à toi. Cette sphère te servira pour te recentrer, te protéger, te ramener dans ta vibration d'origine et garder ton cœur ouvert sans te vider et surtout capter ma joie. Je lui rends, moi, une rose dorée, de la couleur que j'étais pour la transmission. Ben, c'est un symbole de mon canal, de ma mission, de ma constance. C'est une boule pour faire circuler son amour dans ses chakras, de nettoyer au fur et à mesure ses sentiments contraignants, puis ça active sa simplicité et le laisser aller. Puis en même temps, ça donne du courage pour l'accompagner à travers son évolution jusqu'à sa prochaine incarnation. Elle la reçoit comme une immense gratitude et la place au niveau de son cœur et sa lumière devient plus brillante, plus stable et même plus vivante. Marie-Soleil, de mon âme à la sienne, j'ai voulu lui offrir une bénédiction comme une lumière qui ne s'éteindra jamais. Je lui ai dit, Marie-Soleil, je te bénis pour ta douceur, pour ta présence qui apaise, pour la lumière que tu as laissée dans ce monde et celle qui continue de déposer dans les cœurs. Je te bénis pour ta mission, pour ta simplicité, pour ton accompagnement, pour ton rire qui traverse encore les mémoires, pour ta tendresse que tu n'as jamais cessé d'exister. Je te bénis pour tout ce que tu as porté, pour tout ce que tu as donné, pour tout ce que tu as incarné, même dans la fragilité, même dans la lumière. Que ton chemin soit vaste, que ta paix soit profonde, que ta lumière reste stable et que ton âme continue de rayonner dans les espaces où l'amour est nécessaire. Je te bénis, Marie-Soleil, pour ta présence aujourd'hui, pour ton soin, pour ton cadeau et pour ta confiance. Et je te rends grâce pour la douceur que tu m'as offerte, pour la lumière que tu m'as laissée et pour la continuité que tu m'as confiée.
Que ton âme soit entourée, honorée, aimée et portée par la lumière la plus pure. De mon cœur au tien, dans la vérité, la paix et la gratitude. Et elle me répond, Julie, merci pour ta lumière, ton cœur et de m'avoir appelé avec autant de douceur. Je te bénis, toi et toutes les âmes qui m'écoutent en ce moment. Je vous bénis pour votre courage, pour vos blessures que vous portez encore, pour vos élans d'amour, pour vos fragilités que vous cachez, pour vos rêves que vous n'osez pas toujours dire, que votre chemin soit plus simple, que votre cœur soit plus léger, que votre lumière soit plus stable. Je vous bénis pour tout ce que vous avez traversé, pour tout ce que vous avez vécu et ce que vous avez donné, même quand personne ne le voyait. Que la douceur revienne dans vos vies, que la paix revienne dans vos corps, que la joie revienne dans vos mains. Et je vous bénis pour votre humanité, votre bonté et votre vérité. Et je vous accompagne, pas comme une étoile lointaine, mais comme une petite lumière qui marche à côté de vous, discrète, tendre et présente. Je vous bénis et je vous aime. Voilà ce qui conclut le volet avec notre belle Marie-Soleil. Pour faire la transition avec notre prochaine âme invitée, je vous partage la quatrième trame sonore. On poursuit notre voyage de la Saint-Jean avec l'énergie puissante de Jacques Cartier portée par la voix unique de Robert Charlebois. Cette chanson, devenue un véritable symbole culturel, nous ramène aux racines du Québec, à l'audace des premiers pas et à la force d'un peuple qui se tient debout. À travers cette trame, on ressent l'histoire, la fierté et la vibration profonde de notre identité. Un moment parfait pour honorer nos origines et célébrer ce qui nous unit. Alors, Jacques Cartier naît vers 1491 dans la région de Saint-Malo, en Bretagne. Les registres paroissiaux étant incomplets, sa date exacte reste incertaine, tout comme son lieu précis de naissance, Saint-Malo, Saint-Servant ou Paramé. Il grandit dans un milieu de pêcheurs malouins, où il apprend très jeune la mer, mousse, matelot, puis pilote. Il serait le fils de Jamette Cartier et de Gesseline Jansard, bien que cela n'est pas formellement prouvé. Sa fratrie comprend Lucan, un autre frère né en 1494, et deux sœurs, Bertheline et Jeanne. Il n'aura aucune descendance. En 1520, il épouse Catherine Desgranges, issue d'une famille influente de Saint-Malo. Ce mariage élève son statut social et lui ouvre les portes des réseaux politiques et maritimes. À cette époque, il était déjà reconnu comme maître pilote esport de Saint-Malo. Preuve d'une solide carrière maritime avant ses grandes expéditions. Et puis, dans les années 1530, la France cherche à rivaliser avec l'Espagne et le Portugal dans l'exploration du Nouveau Monde. Cartier est recommandé au roi François Ier par l'évêque Jean Leveneur, qui vante ses voyages antérieurs au Brésil et à Terre-Neuve. D'autres sources affirment que Cartier aurait lui-même proposé ses services à l'amiral Chabot. Quoi qu'il en soit, le roi lui confie une mission officielle, explorer les terres neuves. Ces neuf et trouver un passage vers l'Asie. Cartier traverse l'Atlantique en 20 jours. Il explore minutieusement le golfe du Saint-Laurent, rencontre les Micmacs, plante une croix à Gaspé et ramène en France deux jeunes Iroquois, Tego-Anagni et Dogma-Yaya, fils ou neveu du chef Donnacona. Ce premier voyage confirme l'intérêt stratégique du fleuve. Au niveau de son deuxième voyage, Cartier remonte le fleuve Saint-Laurent et découvre Stadacone, c'est-à-dire Québec, Hochelaga,
c'est-à-dire Montréal, le Mont-Royal et les Belugas et les vastes terres cultivées des Iroquois. Il passe un hiver terrible à Staccadoné. 25 morts du scorbut. Les Iroquois lui enseignent le remède l'aneda, qui est un sapin baumier. Au printemps, un quartier enlève Donnacona et plusieurs Iroquois pour les présenter au roi. Aucun ne reviendra au Canada. Et son troisième voyage, il est séduit par le mythe du royaume de Saguenay. François Ier finance une expédition de colonisation dirigée par Roberval. Cartier, impatient, part sans lui. Il fonde la première colonie française à Charlesbourg-Royal, au Cap-Rouge. Mais l'hiver est rude, les relations avec les Iroquois se détériorent. Les diamants trouvés s'avèrent être du quartz et de la pyrite. Cartier quitte le Canada, croise Roberval à Terre-Neuve, refuse de revenir et rentre en France. Déçu, Cartier se retire dans son manoir de Limoilou. Il devient un notable respecté, parrain dans 35 baptêmes, témoin et juré dans nombreux procès, membre de la confrérie des Frères Blancs et consulté pour sa connaissance du portugais et du droit maritime. Son anoblissement reste incertain, il est appelé sieur de Limoilou et noble homme, mais aucune preuve officielle n'existe. Il meurt le 1er septembre 1557, probablement de la peste, et est enterré dans la cathédrale de Saint-Malo. Ses restes sont retrouvés en 1949. Au niveau de ses relations de voyage, il a écrit des manuscrits originaux qui se sont perdus, mais le second voyage est publié en 1545. Ramusio, 1556, Florio, 1580 et Petitval, en 1598, diffusent ses récits. Eckluick, en 1600, transmet le troisième voyage, et l'Escarbot, en 1609, et Charlevoix, en 1744, popularisent son histoire. Ces récits deviennent les premiers textes littéraires français d'Amérique. Et on rend hommage à Jacques Cartier. Son nom porte plus de 150 lieux, dont le pont Jacques-Cartier à Montréal, la place Jacques-Cartier, la rivière Jacques-Cartier, le parc national de la Jacques-Cartier, l'arrondissement Jacques-Cartier à Sherbrooke, des rues, des écoles, des hôpitaux en France et au Canada. Son manoir est devenu le musée Jacques-Cartier en 1984. Il a inspiré des timbres, une rose Jacques Cartier, des statues, une chanson et un album de Robert Charlebois. Et puis, au niveau de son héritage, c'est le premier Européen à décrire et cartographier le fleuve Saint-Laurent, celui qui donne au territoire le nom de Canada. Un explorateur qui ouvre la voie à la Nouvelle-France, un témoin unique des peuples iroquois, un pionnier de la littérature française d'Amérique, une figure fondatrice de l'histoire du Québec. Son parcours a été marqué par la mer, la curiosité, l'audace, les erreurs, les rencontres, les malentendus et une empreinte durable sur un continent entier. Alors, on poursuit notre célébration Fête du Québec avec ce clip dédié à Jacques Cartier, présenté sous forme de comédie musicale. Un hommage créatif, vivant et profondément enraciné dans notre histoire. À travers la musique, la mise en scène et l'énergie théâtrale, on redécouvre l'explorateur qui a marqué les premières pages du Québec. Un moment vibrant, coloré et rempli de fierté, parfait pour accompagner l'émission et aussi à honorer nos racines. Alors, quand son âme se présente, elle n'arrive pas comme un conquérant, elle n'arrive pas comme un héros et elle n'arrive pas comme un homme qui a découvert quoi que ce soit. Elle arrive comme un marin fatigué, un homme qui a beaucoup porté,
beaucoup cherché et beaucoup douté. Sa vibration est bleu-gris, comme la mer bretonne, froide, profonde, vaste, mais traversée de lignes de lumière. Jacques Cartier a une âme ancienne, solitaire, observatrice, loyale, marquée par le devoir, habituée à naviguer entre deux mondes. Il porte une vibration de passeur, pas un conquérant, pas un colonisateur, mais un être qui ouvre des portes, qui trace des routes et qui relie des mondes qui ne se connaissent pas. Son âme n'est pas flamboyante, elle est stable, dense, terre-mer, avec une grande capacité d'endurance. Sa mission n'était pas de découvrir le Canada, c'était d'ouvrir un passage énergétique entre deux continents, de créer un pont vibratoire entre deux humanités et de laisser une trace écrite qui deviendrait un point d'ancrage pour l'histoire, de porter la mémoire d'un monde qui disparaissait, les Iroquois du Saint-Laurent. Il n'était pas venu pour dominer, il n'était pas venu pour témoigner. Son âme montre qu'elle a été souvent mal comprise. Il porte trois grandes blessures. La blessure du devoir écrasant. Il a vécu toute sa vie avec la sensation de devoir prouver sa valeur. Il n'a jamais senti qu'il avait le droit d'être juste lui. Il porte également la blessure de l'arrachement. L'enlèvement de Donnacona et des Iroquois l'a marqué profondément. Il n'en parle pas dans ses écrits, mais son âme porte une culpabilité silencieuse et une honte. Et la blessure de l'humiliation, les faux diamants ont été un choc violent pour lui. Il s'est senti trahi, ridiculisé et abandonné par la couronne. Son âme montre une grande tristesse liée à cet épisode. Mais au niveau de ses forces d'âme, Cartier a le courage intérieur, l'endurance émotionnelle, la capacité d'observation exceptionnelle, l'intuition maritime, la loyauté, le sens du devoir et le respect profond des peuples rencontrés, bien plus que ce que l'histoire raconte. Il avait une forme de spiritualité silencieuse, très ancrée dans la nature. Son âme montre un respect réel pour les Iroquois. Il ne comprenait pas tout, mais il ressentait leur sagesse, leur lien à la terre, leur intelligence. Il n'a jamais voulu nuire, il a été pris dans des enjeux politiques de son époque. Il porte encore une mémoire de regret pour Donnacona et les siens. Sa mort durant la peste a été rapide, presque brutale, mais son passage a été paisible. Il montre une lumière douce comme une lanterne posée sur un quai. Il n'a pas eu peur, il était prêt. Il a quitté la vie avec la sensation d'avoir fait ce qu'il pouvait. Est-ce qu'il a été réincarné depuis? Oui, pas beaucoup par exemple. J'ai vu 3 incarnations depuis Cartier. Bon, les navigateurs, les chercheurs, les penseurs, les bâtisseurs de ponts entre les cultes. Fait que c'est vraiment des familles d'âmes qui a touché. La première réincarnation après Jacques Cartier, ça a été aussi un marin silencieux. C'était plus vers les années 1600. En fait, c'était de 1600 à 1670, quand même une longue incarnation pour cette époque. Alors, le lieu, c'est en Bretagne, la France d'époque, le début du 17e siècle. C'est un marin, cartographe artisanal, mais discret. Dans cette incarnation était une répétition douce de sa vie comme quartier, mais sans l'ambition, sans la pression, sans la couronne. Il revient pour réparer la blessure du devoir. Et il naît dans un petit village côtier, il devient marin très jeune, ne cherche jamais la gloire. Il dessine les cartes locales, les croquis de côte, les relevés de marée. Il vit une vie simple, humble, sans reconnaissance publique, mais sans problème non plus. Il se marie, a 2 enfants et meurt dans son lit, entouré des siens. Il a réparé une blessure. Il apprend qu'il peut servir sans se sacrifier. Il guérit la mémoire de l'humiliation et du jugement. Puis revenir à la mer, mais sans la pression du monde, a été une expérience qui a fait une belle ouverture chez lui.
J'ai vu une deuxième réincarnation, à peu près, elle y est revenue tôt, de 1780 à 1840. J'ai vu une femme guérisseuse. Ça touchait la Normandie puis la Bretagne de l'époque. C'était une guérisseuse, herboriste, femme intuitive avec des souches druidiques. Quelque peu, en tout cas dans ses connaissances, il y a bien des similitudes. Et puis dans cette incarnation, ben oui, elle est féminine, douce et intuitive. Elle vient pour réparer la blessure de l'arrachement de Nakona, les Iroquoiens, en devenant quelqu'un qui soigne, qui répare et qui apaise. Elle vit dans un petit village rural, elle connaît les plantes, les tisanes, les remèdes naturels. Elle soigne les enfants, les femmes, les marins blessés. Elle est respectée, aimée, mais reste discrète. Elle meurt à un âge avancé, entourée de gratitude. Mais elle guérit la mémoire de faire du mal malgré elle. Elle transforme la culpabilité en service bienveillant. Donc, ça a été une incarnation pour réparer, adoucir et guérir, ramener la compassion dans son âme. Et puis la dernière réincarnation que j'ai pu trouver, ça a été un homme de lettres. Celle-là est plus vers 1900-1970. Et là, ça touche la France et la Belgique. C'est un professeur, écrivain, historien, amateur. Cette incarnation est intellect, posée, tournée vers l'écriture. Il revient pour réparer la blessure de la mémoire perdue, les manuscrits disparus, les textes déformés, les récits incomplets. Il devient professeur d'histoire et de littérature. Il écrit des essais, des articles et parfois même des romans historiques. Il s'intéresse aux explorateurs, aux navigateurs, aux cartes anciennes. Il vit une vie tranquille, sans scandale, sans gloire excessive. Il meurt paisiblement avec la sensation d'avoir transmis quelque chose. Il retrouve la voix qu'il n'avait pas eue comme Cartier. Il répare la mémoire de ses propres récits perdus et il redonne une forme juste à l'histoire, mais surtout, il rééquilibre la parole. Et là, Jacques me parle. Il dit, tu fais ce que je n'ai jamais pu faire, relier les mondes avec douceur. Merci de me permettre d'exister autrement que dans les livres. Merci de me voir, de me comprendre, et je marche avec toi comme un phare discret, comme une lumière sur l'eau. Et je lui ai répondu, ben, poursuivons par ton point de vue sur les enjeux mondiaux, si tu veux. Viens à la table ronde céleste. Comment vois-tu notre monde d'aujourd'hui? Hein? Ça, c'est la bonne question à lui poser. Je trouve que c'est celle-là. L'espace s'ouvre comme une grande salle circulaire faite de brume et de lumière. Le sol ressemble à du bois de navire poli par les siècles. L'air sent légèrement le sel, le vent et la corde mouillée. C'est un espace qui n'appartient ni à la terre, ni à la mer, ni au ciel, mais aux trois à la fois. Jacques arrive sans bruit comme un homme qui a passé sa vie à marcher sur un pont de navire. Il ne cherche pas à impressionner, il ne cherche pas à dominer. Il arrive avec une humilité profonde, une présence solide et sa lumière bleu-gris autour de lui. Il incline légèrement la tête comme on salue quelqu'un qu'on respecte. Il s'assoit, ses mains sont posées devant lui, larges, marquées, mais calmes. Il dit, je viens comme un homme qui a vu beaucoup, qui a compris tard et qui veut maintenant transmettre juste. Sa vibration est celle d'un passeur, d'un homme qui relie les mondes, mais pas d'un conquérant. Il regarde notre époque avec une lucidité tranquille. Il dit que les humains ont perdu le rythme de la terre, le souffle du vent et la patience de la mer. On ne peut pas vivre contre la nature, on doit apprendre à vivre avec elle. Il parle également de la vitesse qui dévore tout. Le monde, eh bien, il montre que les humains veulent arriver sans voyager, découvrir sans rencontrer, savoir sans écouter. Et les peuples ne se parlent plus. Il dit, j'ai appris trop tard que l'on ne peut rien bâtir si on ne se regarde pas dans les yeux. Il parle de la nécessité de réparer les ponts, de reconnaître les blessures et de revenir à l'humanité. Et au niveau des solutions personnelles, Cartier propose des gestes simples comme ralentir, revenir au rythme du corps, du souffle et du cœur, d'écouter avant d'agir
Il dit que la plupart des erreurs humaines viennent de l'empressement. Il parle également d'honorer ses racines, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Il parle de changer de cap quand il le faut. Un bon marin corrige sa route, toujours. Au niveau des solutions collectives, ben pour lui, ben c'est de réapprendre à se parler. Les peuples doivent aussi reconnaître les torts, de réparer les mémoires blessées, de protéger les territoires, d'honorer les savoirs autochtones et de bâtir ensemble plutôt que séparément. Il ajoute, on ne construit pas un monde en tirant chacun sur sa corde, on construit en tirant ensemble. Il se lève, pose une main énergétique sur mon épaule et son geste est ferme, mais doux comme un capitaine qui bénit un membre de l'équipage. Il laisse derrière lui un sillage de lumière comme une trace de navire sur une mer calme. Je fais une transition avec la trame sonore numéro 4. On poursuit notre célébration avec l'incontournable Daniel Boucher et sa chanson emblématique Chez nous. Bon, c'est pour la Saint-Jean, évidemment, une pièce vibrante, vraie, enracinée, qui porte toute la fierté, la couleur et la liberté du Québec à travers sa voix unique et son énergie brute. On ressent l'âme d'un peuple qui chante, qui se rassemble et qui se reconnaît. Une trame parfaite pour amplifier l'esprit de la Saint-Jean. Et puis l'espace autour de Jacques et moi change encore. La lumière devient plus dense, plus mate, comme un ciel couvert juste avant que le soleil perce. Un sens, un souffle de vent, un craquement de bois, un bruit de cordes, c'est l'énergie de la mer, mais une mer sage, ancienne et maîtrisée. Jacques s'avance devant moi, il ne touche pas le sol, il avance comme sur un pont de navire, avec un équilibre naturel et une présence solide. Il me regarde avec une douceur que l'histoire n'a jamais racontée. Une colonne de lumière bleu-gris descend vers moi et elle n'est pas verticale, elle ondule légèrement comme une vague lente. C'est ma vibration qui s'ajuste à la sienne. Cartier ouvre devant lui un champ énergétique qui ressemble à une brume argentée, douce, enveloppante et protectrice. Et puis là, nos champs se sont touchés. Il y a eu comme un frisson, mais pas un choc, c'était comme deux marées qui se rencontrent. Il dit, je viens t'aider à porter moins, à naviguer plus juste et à alléger ton propre devoir. J'ai fait, oh, merci, c'est c'est gentil. Il avance une main énergétique vers mon plexus solaire, puis ça a fait fondre tout de suite quelque chose à ma gorge, puis ça a enlevé des résistances à mon troisième œil, puis ça me débouché de la claire-audience, comme si là, je captais tous les petits bruits en arrière-fond de la nature pendant qu'on était sur l'eau, tu sais. Puis, en tout cas, sa main portant mon plexus, ben ça m'a aidé comme si le devoir, la pression, la responsabilité, la loyauté, la peur de décevoir et la peur des erreurs que tous les humains ont, ben on a pu comme les déposer en petits cailloux qui tombaient. Puis là, j'ai vu qu'à nos deux, il y avait comme pas mal de petits cailloux. Puis ça a tout été transmuté avec l'énergie mauve, ben violette et Maître Saint-Germain. Mais en tout cas, ça a été... il y a une bonne proximité en passant entre Saint-Germain puis Cartier. J'ai vu qu'ils se connaissaient depuis longtemps et qu'ils ont travaillé longtemps ensemble. Bref, tout ça pour dire que Cartier reconnaît en moi une vibration similaire, celle de quelqu'un qui porte beaucoup, mais qui tient debout pour les autres, qui ne lâche pas et qui avance quand même quand c'est lourd. Il dit, t'as pas emporté ça toute seule. Laisse-moi t'aider à relâcher ce qui n'est pas à toi. Puis, j'ai aussi plusieurs incarnations en tant que marin, moi aussi dans mon livre de vie. Et ça m'a aidé à en équilibrer. Ça a sorti. Le mot a fait un beau travail. Ça a été facilité par les incarnations de Cartier. Et en tout cas, ça a sorti un poids lourd d'une solitude mal placée. Je me suis vue marin dans mon bateau, mais tellement tout seul. C'était pas le fun, je sais pas. En tout cas, ça a dégagé ça. Fait que j'étais bien contente aussi. Bref, ça a aidé à faire confiance au plan, à
l'instinct qui guide à l'accueil de l'inconnu et des obstacles. Fait que ça a vraiment développé des beaux dons, des belles forces chez nous que j'avais, mais en tout cas, ça a pu leur donner un nouveau spin. Et puis, un quartier a posé sa main sur moi, ben, ça a été comme un feu de bois qui réchauffe de l'intérieur. En tout cas, chez nous, ça a retiré la pression de bien faire, la peur de tromper, ben, de me tromper, surtout. La charge mentale du devoir, la responsabilité qui ne m'appartient pas, les mémoires de fatigue accumulées, les poids ancestraux liés à la loyauté. Puis ça m'a offert, dans le fond, une direction claire, une stabilité intérieure, une force tranquille, un ancrage profond, un nouveau souffle et puis la permission de naviguer à mon rythme. En tout cas, mon ventre s'est détendu, mon souffle s'est allongé. Ça a été un soin d'alignement, pas d'expansion, mais d'alignement. Comme si mes cartes, ma boussole intérieure, c'est comme si tout mon système de navigation avait comme pogné le cap, la bonne direction. C'est un soin de cap, tu sais, je dirais. Un soin de direction. Fait que c'était pas flamboyant, c'était juste tout beau dans l'alignement. Et puis, bon, ben, ça laissait une trace en moi, une ligne droite, un axe, un cap. Et puis, il a posé un doigt énergétique sur mon sternum. Ça a comme coupé ma respiration, tellement c'est rentré, saisissant, avec une belle lumière. Puis, il dit, quand tu doutes, reviens ici. Le cap est en toi, pas en dehors. OK, parfait. Mais quand il est rentré sa lumière, là, j'ai senti tellement de fatigue s'évaporer. Ça m'a fait vraiment du bien parce que quand la fatigue est sortie, ça a été de la déception. Puis c'est comme si toute la mer l'absorbait. En tout cas, ça a été un beau rafraîchissement de nettoyage. Et là, j'étais tellement bien, j'ai dit, tiens, moi aussi, je veux t'aider. Puis, ça a été une énergie avec le rayon blanc doré, qui c'était doux, stable, enveloppant, qui lui a été transféré, puis ça a fait comme un contraste avec sa vibration bleu-gris. Et les deux se sont complétés parfaitement. Flou. Et moi, j'ai mis mon doigt sur son plexus solaire, puis ça a débouché son troisième œil. En tout cas, il y a un pardon qui s'est fait par la même occasion, ça s'est passé très, très vite. Et puis, bon, ben, ça lui a enlevé le devoir, la pression, les loyautés écrasantes, la peur de décevoir, la culpabilité envers les peuples rencontrés, l'humiliation des faux diamants, puis le poids de l'histoire qu'il a mal racontée. Puis si mon soin agit comme une vague chaude, une lumière qui dénoue, qui relâche, qui pardonne, qui libère. Ça a travaillé également avec les rayons, car plusieurs couleurs y ont été absorbées par son énergie. Ça a été un retour à l'intégrité d'être. Et puis, je lui ai dit, garde, toi aussi, tu n'as plus à porter tout cela, là. Tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as ouvert un passage, maintenant, laisse aller, tu sais. Et son âme a reçu et puis, ça lui a permis de laisser aller. Et ça a relâché des siècles de tension. En tout cas, ça a été un moment rare. Moi, un explorateur qui dépose enfin son fardeau, j'ai trouvé ça tellement beau. Fait que mutuellement, on s'est offert finalement un cap, une direction, une stabilité, une force tranquille, un ancrage profond et la permission de porter moins. Et puis, ben, deux soins qui se croisent, qui se répondent, qui se complètent. C'est un échange d'âme à âme, pas un soin unilatéral. Puis quand le soin s'est terminé, Jacques me regardait avec une émotion immense. Son énergie change. Elle devenait plus claire, plus lumineuse et presque argentée, tu sais. Il dit, je suis fière. Elle dit, je suis fière de voir ce que ce continent est devenu. Fière de voir les peuples qui y vivent, les cultures qui s'y sont enracinées, les voix qui s'y sont élevées. Puis il dit, je suis fière de voir que mon passage, même imparfait, a permis tant d'âmes de trouver une terre où vivre, aimer, créer et devenir. Et il ajoute, en te voyant, Julie, je suis heureux.
Heureux que tu portes cette mémoire avec respect, heureux que tu relis les mondes avec douceur, heureux que tu me permettes d'exister autrement que dans les livres et les erreurs de l'histoire. Merci de me voir, de me libérer et de continuer ce que j'ai commencé, mais avec un cœur plus grand que le mien. Il incline sa tête, fait un geste rare, puissant et humble, un capitaine qui salue une âme qu'il reconnaît. J'ai eu des frissons partout. Ça fait un bien fou dans mes piliers de lumière, dans mes racines. Et Jacques s'avance d'un pas avec un regard profond, presque ému, et il me remet une boussole énergétique, mais c'est sa boussole énergétique qu'il me donne. Wow, je suis trop honorée, là. Je vois qu'il faut que je travaille ma réception. Il me donne sa boussole, tu sais. C'était une boussole ancienne en laiton patiné, mais polie par une lumière intérieure qui semblait venir d'un autre plan. Elle n'est pas terne, elle pulse, respire et vibre comme un cœur miniature. Puis le verre est légèrement bombé à l'intérieur. L'aiguille n'est pas une aiguille, c'est un fil de lumière argentée qui bouge comme une goutte d'eau vivante. Elle ne pointe pas vers le nord, elle pointe vers moi, vers mon axe, vers mon vrai cap intérieur. Il la dépose dans ma main avec une délicatesse infinie et au moment où elle touche ma peau, j'ai senti un clic énergétique comme si quelque chose s'alignait en moi, mais ça a fait un flash dans mon quatrième œil. Le quatrième œil, c'est le chakra en haut du troisième œil qui est avant la couronne. Il y a une porte là qui sert plus au niveau de la multidimensionnalité et de la vision intérieure plus poussée. Mais en tout cas, ça fait un clic, là. Et puis, il dit, elle ne mange jamais. Même quand toi tu doutes, puis que tu t'essayes, même quand le monde te secoue, même quand tu perds le fil, elle te ramène à toi, toujours. La boussole émet une petite lueur comme un souffle, comme un je suis là. Et ben, j'ai été honorée évidemment de son gros cadeau. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Et dans ma main est apparue une plume blanche avec des petites perles diamantées. C'était une belle plume de diamant. Tu sais. En tout cas, loin de la plume ordinaire, parce qu'elle était faite de lumière, de douceur, de vérité, de canal, de souffle, de guidance. Elle semble légère comme l'air, mais quand Cartier la regarde, elle devient lumineuse comme si elle révélait sa vraie nature. La plume s'est mise à briller d'un blanc nacré avec les reflets dorés et diamantés, comme si elle contenait un morceau de son âme. Alors je lui tends la plume avec un effet du cœur, comme si c'était une lumière de mon cœur qui lui donnait. Et puis, au moment où il l'a pris, sa vibration puis son visage ont changé instantanément. Il a fermé les yeux, il l'a inspiré et il l'a intégré davantage. Il y a beaucoup de déceptions qui sont sorties de sa gorge. Et puis, j'ai vu que son aura bleu-gris se mélangeait avec la lumière de la plume, puis ça crée une teinte argentée qu'il n'avait jamais portée avant. Alors, il peut réécrire son histoire d'âme, de remodeler les choses de la vie à son goût, en respect avec son héritage élevé. Puis je le reconnais pour ce qu'il a apporté au monde. Et il me dit d'une voix légèrement brisée, c'est plus qu'un cadeau, c'est une permission, celle d'être vu autrement, celle d'être pardonné, celle d'être compris. Merci pour cette vérité que tu me rends. Puis la plume, ben, il l'a placée sur son cœur énergétique et elle est disparue en lui comme si elle devenait une partie de son essence. Puis là, ça fait un spin, une belle spirale argentée dans son hara plexus jusqu'au cœur. Ça a vidé du chagrin. Là, j'ai vu qu'il y avait des tristesses de sa mère. Ça a été libéré, ça aussi, qu'il portait dans son incarnation de quartier. Bref, il me regarde et ben, il n'a plus l'énergie du marin fatigué du début. Il a l'énergie du gardien, d'un passeur accompli, d'un homme qui voit enfin l'impact réel de son passage. Il dit, je suis fier de ce que le continent est devenu, des peuples qui y vivent, des cultures qui s'y sont enracinées. Il dit, merci de me permettre d'être vu autrement que par l'histoire.
Puis là, il me montre une danse qu'il faisait, un style de danse. Il y avait des beaux pantalons orange brûlé un peu, là. C'était bien ficelé. Il dansait pas souvent, mais il m'a montré une danse qu'il avait faite. Bref, quand j'ai vu qu'il m'envoyait des choses comme ça, des belles images de son incarnation, j'ai dit, écoute, Jacques, laisse-moi te bénir. De mon âme à la tienne, je t'offre cette bénédiction comme une lumière qui traverse les siècles et qui vient te rejoindre là où tu es maintenant, libéré, apaisé et reconnu. Je te bénis pour ton courage, pour tes traversées, pour tes erreurs humaines, pour tes élans sincères, pour tes regrets silencieux, pour ta loyauté qui t'a parfois trop pesé. Je te bénis pour l'homme que tu as été, pour l'âme que tu es encore, pour le penseur que tu as toujours été. Je te bénis pour avoir ouvert un passage que d'autres ont emprunté après toi, pour avoir permis à tant d'âmes de venir vivre, aimer, créer, s'enraciner sur cette nouvelle terre. Je te bénis pour ta présence aujourd'hui, pour ton humilité, pour ta vérité, pour ta lumière bleue, gris, et qui apaise et qui guide. Que ton âme soit honorée, que ton histoire soit vue autrement, que ta mémoire soit lavée de tes pieds, que ton nom retrouve ta justesse et que ton chemin soit désormais un chemin de paix. Je te bénis, Jacques, et je te remercie pour tout ce que tu as porté, ce que tu as ouvert, ce que tu as laissé derrière toi pour que d'autres puissent devenir. Et Jacques se lève, me regarde et nous regarde tous. Oui, vous qui écoutez. Toutes les âmes qui écoutent, toutes celles qui marchent avec moi et toutes celles qui vivent aujourd'hui sur cette terre qu'il a traversée, il dit, je vous bénis, vous qui viviez sur cette terre que j'ai touchée sans la comprendre, vous qui marchez sur un continent que j'ai vu naître dans la brume, vous qui portez aujourd'hui la lumière que je n'ai pas supportée moi-même. Il ouvre les mains et sa lumière se déploie autour de nous. Et il continue, je vous bénis pour votre courage, pour vos rêves, pour vos blessures, pour vos élans, pour vos vérités. Je vous bénis pour ce que vous construisez, pour ce que vous réparez, pour ce que vous osez. Je suis fière de vous, fière de ce que ce continent est devenu, fière de ce que vous en faites, fière de voir que mon passage, même imparfait, a permis à tant d'âmes de trouver une terre où vivre. Et puis, elle dit, merci Julie de me permettre d'exister autrement. Merci de relier les mondes avec douceur, de porter la joie là où je n'avais que des cartes. Je vous bénis tous et je marche avec vous comme un phare discret, comme une lumière sur nous. Alors voilà, mes belles âmes, on arrive à la fin de ce voyage avec Jacques Cartier, une histoire de voyage, de mémoire, d'âme, de réparation. Merci d'avoir traversé tout ça avec moi, avec nous, avec ouverture, curiosité et avec cœur. Puis aujourd'hui, on a honoré un homme, on a rencontré une âme et on a compris un peu mieux ce qui nous a permis, nous, de vivre ici, de cette magnifique terre, une femme magnifique dont l'âme va très bien. Alors, la semaine prochaine, on continue dans la même vibration historique et céleste avec un spécial Fête du Canada. Absolument incroyable. On va recevoir Christophe Colomb et Samuel de Champlain. Deux âmes, deux énergies, deux missions, deux piliers de l'histoire du continent. Oui, parce que je veux rappeler au Canada qu'à la base, hein, c'est nous l'origine ici de la Nouvelle-France qui a pris germe à la fondation du dit Canada. Alors, préparez-vous, ça va être grand, profond et rempli de révélations. L'épisode d'aujourd'hui, comme toutes les autres, sont disponibles sur toutes les plateformes YouTube, YouTube Music, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, c'est Music. Partout où vous aimez écouter, regarder, vibrer. Et puis, bon, si l'émission vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a fait vibrer, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Ça aide énormément à faire rayonner le contenu. Et puis, venez liker notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre Instagram. D'ailleurs, ne manquez pas le Reel du jour qui dépose une perle de sagesse quotidienne provenant de nos âmes vedettes.
Votre présence, vos likes, vos partages, c'est ce qui permet à l'émission de continuer d'exister, de grandir et de toucher encore plus d'âmes. Et peut-être, qui sait, de m'encourager à vous l'offrir gratuitement encore, sans publicité. Tout ça pour dire qu'une bonne action, des fois, en attire d'autres. Alors, un immense merci à l'équipe du Focus Group pour leur soutien, leur travail, leur cœur et pour tout ce qu'ils rendent possible en coulisses. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre intérêt, écoute, fidélité, votre présence vibrante semaine après semaine. Vous êtes la raison pour laquelle je fais tout ça. Et je vous rappelle que je suis disponible pour des consultations privées, des lectures d'âme, des soins, des accompagnements vibratoires. Et j'ai aussi beaucoup d'outils pour vous aider à évoluer avec votre âme, à comprendre votre mission, à libérer vos blocages, à retrouver votre lumière. Merci d'avoir été là, merci d'avoir voyagé avec moi et d'avoir honoré Jacques Cartier avec autant de respect et de cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission grandiose, lumineuse, historique et profondément spirituelle. D'ici là, je vous souhaite une très magnifique, belle semaine. À très bientôt, mes belles âmes. Soyez bénis. Namaste.